Bonjour à tous et bienvenue dans Prestige, le concept innovant qui rend la formation attrayante et passionnante. Alors pour ce nouveau numéro, je suis à Rabastens de Bigorre, au pied des Hautes-Pyrénées, une terre de tradition et d'activité de plein air. Nous sommes d'ailleurs à une vingtaine de kilomètres du Haras national de Tarbes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Charlotte Catananti, une cavalière professionnelle spécialisée dans le dressage équestre. Pour ses titres les plus récents, Charlotte est championne de France 2023 et 2024, ainsi que double vice-championne d'Europe en 2024. Charlotte va nous partager son expérience, son parcours et va vous donner des clés, des méthodes pour que vous puissiez vous aussi évoluer en tant que professionnel ou particulier. Alors installez-vous bien confortablement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à tout de suite, c'est parti! Charlotte, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Bien sûr. Donc je suis cavalière de dressage et enseignante en équitation de dressage. Mais aussi, j'avais mon cabinet en tant que thérapeute en Belgique. Je suis ici en France depuis 2018. Et aujourd'hui, donc, c'est un rêve sportif et donc je me suis spécialisée dans l'équitation de dressage et notamment avec mes chevaux en compétition. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le dressage équestre? Alors, c'est une longue histoire, mais c'est vraiment, il y a quelques années, j'ai découvert ce qu'était le dressage. Et puis, je suis vraiment tombée littéralement amoureuse de la discipline. J'ai pu côtoyer, voir, observer différentes disciplines. Et puis, il y en avait une en particulier, je me suis dit, waouh, de voir danser le cheval, parce que c'est vraiment une danse. Pour ça, quelque part, on parle du cavalier et du cheval. Donc, c'est le cavalier qui va guider son cheval dans une certaine danse qui doit rester harmonieuse et pleine de complicité. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Mais ça m'a plu, c'est comme une espèce de coup de foudre. Parce que j'ai vraiment pu apprécier certains cavaliers monter leurs chevaux, présenter cette discipline, et je me suis dit, waouh, ça existe. Est-ce qu'un jour, est-ce que je me vois un jour à ce niveau, mais surtout ressentir ce qu'ils ressentent, parce qu'on voit vraiment au niveau de leur visage, on voit les chevaux qui prennent plaisir. Je me suis dit, on peut faire ça. Et donc, je me suis documentée, c'est vraiment devenu très addictif, une véritable passion. Et je me suis dit, je veux en savoir encore plus, encore plus, encore plus. Et donc, j'ai fait mon maximum pour arriver où j'en suis. Je sais que j'ai encore pas mal d'années devant moi pour encore apprendre, avoir un peu plus d'expérience. Mais j'en suis très fière et je suis vraiment, on peut dire, remplie de gratitude et vraiment de fierté et encore de motivation pour la suite. D'accord, ok. Donc tu dis, tu es tombée vraiment littéralement amoureuse de cette activité-là. Concrètement, ça s'est passé comment? Enfin, tu étais jeune, tu étais enfant, c'était à quel moment? Eh bien non, pas du tout. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. C'est quand en fait j'ai vécu en Belgique et en fait en Belgique il y a une culture du dressage qui est un peu plus marquée. Tu as vraiment cette équitation tu as l'équitation d'obstacles, tu as d'autres disciplines, mais vraiment le dressage, ça fait vraiment une grande, culturellement, ça fait vraiment partie de cette culture équestre. Et c'est tout simplement parce que mon mari avait son école d'équitation, mais c'est vrai que j'observais, j'avais découvert en fait tout simplement en rencontrant des personnes, des coachs que mon mari connaissait. Il dit, ben voilà, moi je suis dresseur, je fais du dressage, tout simplement en discutant. Et donc de discussion en discussion, on dit, mais moi ça m'intéresserait de voir
voir un peu plus comment ça se passe. Et donc on est allé sur des terrains de compétition, de concours. Je suis venue en off dans des écuries de dressage chez de très très grands cavaliers, mais qui font de la belle équitation, parce qu'on trouve de tout. Et moi c'était vraiment ça, c'était la belle équitation, de dressage. Et donc j'étais jeune adulte en fait, ça a commencé, pour te dire, vraiment j'avais 26-27 ans. Ah oui, okay, voilà, donc c'était vraiment un petit peu côté tardif, mais en fait c'est ça aussi dans l'équitation, c'est que tu n'as pas d'âge. Donc c'est la seule discipline quelque part où tu n'as pas d'âge, c'est-à-dire que tu peux commencer un peu plus tardivement, et quand tu regardes les grands cavaliers, c'est généralement ceux qui ont un âge assez mûr, parce qu'ils ont eu pas mal d'expérience, et au niveau de l'éducation de leurs chevaux et du savoir, eh bien forcément tu rencontres un peu plus de sagesse et de compétences avec un âge un peu plus avancé. Donc je me dis que j'ai encore de belles années devant moi. D'accord, ok. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en général dans le sport c'est toujours assez précoce. C'est du 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans où on démarre une activité. Et là tu me dis que voilà, c'est vraiment dans le tardif, donc c'est intéressant. Et oui, dis-moi. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est le dressage. Si tu veux, j'ai eu 26-27 ans, mais c'est vrai que j'ai eu le virus toute petite. C'est-à-dire que petite, j'ai eu la chance de pouvoir tout de même aussi pouvoir entrer dans un poney club, petit centre équestre, où oui, je suis montée à poney. Voilà, le virus, je l'ai depuis toute petite et j'ai continué par la suite. Mais c'est vrai que c'était le côté un peu plus loisir, même s'il y avait un petit peu de compétition, on était plus sur de l'obstacle en France. Mais c'était vraiment c'était l'amour du poney, l'amour du cheval, et puis après tu grandis et puis tu vois l'animal autrement. Mais c'est vrai que la discipline du dressage, se professionnaliser dedans et devenir aussi ce qu'on appelle homme de cheval avec un H majuscule, dans le respect et dans l'amour du cheval inconditionnel, mais sous condition aussi, parce que tu ne peux pas non plus travailler, vivre avec tes chevaux sans en connaître un minimum. Et donc c'est vraiment tout ce qui englobe, si tu veux, l'amour de ce cheval et ce qu'on doit connaître pour créer une relation, une certaine complicité. Eh oui, je comprends. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu aurais une anecdote ou un fait par rapport aux chevaux que tu as eus ou que tu as actuellement, des anecdotes par rapport à ce que tu as dit sur cette relation que tu as avec tes chevaux? Alors j'en ai... Mais tu dois en avoir pas mal. Tu dois en avoir pas mal. Mais si je fais confiance en mon instinct, et la première image qui me vient, c'est vraiment justement avec Ganador. Donc Ganador, c'est mon tout premier cheval. C'est-à-dire que c'est mon cheval, donc je l'ai rencontré, on s'est rencontrés en Belgique. C'est mon premier cheval à moi, c'est vraiment à moi, je veux dire, on s'est rencontrés. Et de prime abord, c'était un cheval que personne ne souhaitait, personne ne voulait. C'était le cheval, en fait, que quelqu'un voulait revendre parce que cette dame ne s'en sortait pas. Soi-disant dangereux, soi-disant plein de choses. Et puis, moi, j'ai cette habitude d'être très neutre face à quelqu'un, même. Je parle du cheval, mais de manière générale. Face à un être vivant que j'ai face à moi, je vais être neutre. C'est-à-dire que je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de jugement. Je ne connais pas. Donc, qui suis-je pour dire ce sera comme ça, comme ça, comme ça? Non. J'attends d'observer, je vois, je constate. Et après, peut-être en analysant, je pourrais avoir certaines conclusions. Bon. Et Ganador, en le voyant, je me suis dit effectivement de prime abord, ce n'est pas du tout le cheval que je voyais quand des grands chevaux de dressage, voilà. Déjà physiquement, parce que ça faisait des mois qu'il ne travaillait plus, donc le physique d'un athlète, quand il ne travaille plus, ben, ça se voit, voilà. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est entre ce que j'entendais et ce que je ressentais, ce que j'ai vu avec lui, quand je l'ai rencontré, ça n'avait strictement rien à voir. Il y a eu une espèce d'alchimie, il y a eu quelque chose en particulier qui s'est passé. Je ne saurais même pas l'expliquer. Et en fait, moi j'ai besoin vraiment d'observer. Donc j'avais demandé à l'époque à mon mari, j'ai dit, est-ce que tu acceptes de le monter? Parce que moi j'ai besoin
c'est un excellent cavalier, donc je sais qu'on a vraiment les mêmes finesses. Mais j'ai besoin de voir ce cheval se mouvoir, j'ai besoin, voilà. Et puis, je voyais 2-3 petites choses. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Je sens qu'il y a une petite résistance, quoi. Et j'ai dit, je suis prête à monter dessus. Donc, je dis, voilà, je vais monter. Je me présente, je vois que le cheval, bon, il a vraiment une attitude complètement différente. Dans son attitude, vraiment dans sa posture. Et ça m'a vraiment... Et je ressens encore, parce que je me reprojette vraiment, je me remets dans mon souvenir, je sens vraiment une espèce des frissons qui me montent. Il y a quelque chose. Et je dis, je monte dessus. Et en montant dessus, alors que j'étais juste en théoricienne, si tu veux, dans le dressage. C'est-à-dire que j'avais lu les bouquins, j'avais observé, j'avais entendu, j'avais cette envie d'aller plus loin. Mais quand je suis montée dessus, le cheval s'est mis dans une attitude que j'avais jamais ressentie. Pourtant, j'en ai monté des chevaux de toute discipline, notamment l'obstacle. Je dis toute discipline, mais notamment l'obstacle, beaucoup d'obstacles. J'ai dit, jamais un cheval de dressage. Mais il n'était pas dressé, il était juste débourré, en fait, Ganador. Le pas, le trot, le galop, il accepte son cavalier. Mais il avait quelque chose de talentueux en lui, et comme s'il voulait montrer quelque chose, comme s'il ressentait quelque chose. Et là, je me suis dit, waouh! Donc, il sent, je monte dessus, ce cheval sent quelque chose, peut-être en moi, mais il sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et moi. Et il m'a montré c'était tout petit, mais il m'a donné une sensation dans une allure que les dresseurs connaissent en particulier, où finalement, on a dû tout reprendre depuis zéro, mais si tu veux, il m'a montré quelque chose, je me suis dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il me montre? Incroyable. Une sensation incroyable. Et là, je dis, ok, ce cheval, on s'est trouvé. Sa discipline, c'est sûr que quelque part, il y a quelque chose. Et parce que si tu veux, tous nos chevaux, on ne les a jamais choisis parce qu'ils avaient des grands papiers, ils avaient des grands noms, parce que c'était un tel qui nous avait dit qu'il allait le trouver. Ça a été que des rencontres complètement inattendues. Le feeling, enfin une espèce de feeling. Toujours. Donc pour Oli, mon jeune cheval, ce n'était absolument pas prévu qu'il soit à la maison. Non, j'étais enceinte, j'arrivais à terme, je montais juste mon cheval Ganador parce que j'avais complètement confiance en lui. Mais j'ai vu Oli passer. On était juste là à rendre visite à une connaissance. J'ai vu ce cheval passer, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Juste en marchant. Et je l'ai regardé comme une enfant, en fait, qui découvre quelque chose de magique. Là, c'était vraiment ce côté très enfantin, mais enfantin, mais avec tout de même cette expérience d'être plus vieille de quelques années dans le dressage. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ce cheval a une allure, marche magnifiquement, mais il était juste en train de marcher. J'ai ce cheval a quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne pouvais pas le monter. Et normalement, ça, je ne fais jamais. J'ai besoin de monter mon cheval, j'ai besoin de plein de choses, j'ai besoin de plein de choses. Et là, ça s'est vraiment fait à l'instinct. Et j'ai mis des jours je ne faisais que penser à lui, tout le temps. Et j'ai dit, ce cheval, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas ne pas l'avoir à la maison. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Et le voilà à la maison. Et au bout de 3 ans de travail, il fait des choses extraordinaires. 3 ans. 3 ans. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. C'est long et très court à la fois. 3 ans, c'est vraiment... Mais on prend son temps. Je prends toujours mon temps avec mes chevaux parce que je sais qu'en prenant mon temps, on va progresser et vraiment de manière significative et dans le bon sens. Voilà. Je ne me dépêche pas avec mes chevaux. Mais c'est vraiment des sensations extraordinaires. Mallorquine, les talons alezans derrière nous, c'est un cheval où j'ai mis plus de 2 ans et demi à le faire marcher. Tu vois, c'est un cheval qui est dans l'émotivité extrême. Il vient d'un endroit assez traumatisant pour lui. Et du coup, il y avait vraiment la jante masculine, pour te dire, impossible. C'est-à-dire que mon mari ne pouvait pas s'en approcher. On a mis des mois, j'ai mis presque 7 mois pour pouvoir m'en approcher, à pouvoir lui mettre juste un licol, à pouvoir, pas qu'il tremble comme ça. Et ce cheval, tu te dis, mais pour quelle raison vous l'avez à la maison? Mais ça ne s'explique pas, en fait. Et aujourd'hui, il nous a fait un magnifique titre de champion de France. Et tu te dis, il y a
Il y a un remerciement quelque part, peut-être parce que on essaye de faire ce qu'on peut avec eux, mais l'environnement, on essaye de faire de notre mieux. Et puis, donc, ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps. Alors que ce soit dans l'équitation ou peut-être dans d'autres disciplines, même dans le monde professionnel. L'idée, c'est de prendre le temps comme on dit, de mettre les bases, d'apprendre à connaître l'autre, que ce soit un animal ou même que ce soit dans une entreprise avec ses collaborateurs. Pour toi, c'est vraiment aujourd'hui la base, prendre le temps, analyser, comprendre, se mettre à la place d'eux. Absolument. Il y a 3 grands termes: méthode, patience, communication. Méthode, patience, communication. C'est-à-dire que la méthode, tu dois, c'est une forme d'intelligence, c'est-à-dire que tu as plusieurs formes d'intelligence, mais ce qui est important, c'est que tu t'adaptes à la personne, à l'être que tu as face à toi, par rapport à ce que cet être aujourd'hui vit, tu vois. Oui. Tu dois t'écouter, tu dois te connaître aussi, connaître tes limites. Tu dois savoir te remettre en question et savoir ce que tu es ou pas capable d'apporter ou ce que l'autre face à toi est capable de t'apporter pour qu'ensemble on puisse progresser. Donc tu dois t'adapter par rapport à ta méthode, par rapport à l'approche que tu vas avoir. La patience, il n'y a rien à faire. À un moment donné, tu ne peux pas quantifier ou tu ne peux pas donner un timing à une situation que de toute façon tu ne maîtrises pas. Et penser qu'on maîtrise quelque chose, c'est déjà erroné. Parce que tu as tellement de facteurs qui vont rentrer en jeu, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'émotion, que ce soit dans le sentiment, dans ton tempérament, dans ta personnalité qui va évoluer toute ta vie. Le tempérament, c'est inné, tu l'as en toi. La personnalité va venir suivant tes expériences, suivant ton vécu. Elle va venir un petit peu comme une petite vague, se moduler, tu vas changer. La personne face à toi aussi. Donc tu dois être patient parce que tu dois observer, analyser, pour essayer de répondre au mieux à l'attente de la personne que tu as en face de toi et par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. C'est important ça. Voilà. Oui. Et la communication. Il doit y avoir un échange. C'est-à-dire que ce n'est pas de manière unilatérale. Ce n'est pas moi, en tant qu'émetteur, je ne vais pas juste donner et que le récepteur reçoive et finit. Non. Il y a un échange il y a un dialogue. Mais ce dialogue, comme on dit, la communication est un art. C'est extrêmement compliqué de communiquer. Chaque mot va avoir sa signification. Suivant ton tempérament, suivant ton humeur, suivant le sentiment que tu as, l'émotion que tu as, suivant l'environnement dans lequel tu es. Et puis si tu es fatigué, pas fatigué, voilà. Non. Tu vas utiliser des termes, des mots que tu ne maîtrises pas spécialement, mais que tu vas sortir. Et c'est là où il faut se connaître et se rendre compte, se mettre à la place de l'autre. Faire preuve de beaucoup d'empathie pour se dire, ok, l'échange est là, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire, j'ai mal communiqué, j'ai mal dit, c'est normal, c'est de ces erreurs qu'on va apprendre. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, je me rends compte que j'ai fait une erreur, je me rends compte, ok, on présente ses excuses, on s'explique pour qu'il puisse avoir un retour en disant, ah ok, l'autre a été compris et j'ai été comprise aussi dans cette erreur que j'ai faite. Et si tu veux, la communication est un art, l'équestre, c'est un art aussi. Tu parles d'art équestre, tu vois. Ah oui, et effectivement, méthode, patience, communication, tu peux le mettre partout. Ce sont tes collaborateurs. Mes chevaux, je les considère comme ça, vraiment. Et oui. C'est important ce que tu dis. Puis c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que cette communication que tu as, ce que tu viens de nous expliquer, on a l'impression que c'est peut-être un manager qui en parle ou quelqu'un qui va coacher des entrepreneurs. Alors que là, on parle d'équitation, donc on voit bien que c'est vraiment la même chose finalement, puisque l'objectif est le même. On parle de performance, on parle de bien-être, on parle de duo, de trio, enfin bon, en tout cas, voilà, l'idée c'est intéressant. Donc Charlotte, tu as fait des études en psychologie, c'est ça? Absolument. Ok. Donc je vais parler à Charlotte, non plus la cavalière, momentanément, mais l'experte en psychologie. Quels sont, selon toi, aujourd'hui, les profils les plus complexes, voire les plus dangereux? Alors, ça se voit déjà dans mon non-verbal, que ça va être un sujet assez sensible. Je vais tenter d'expliquer, de donner mon avis.
mais c'est vrai que il va y avoir des raccourcis, alors c'est quand même plus subtil, un peu plus complexe. Mais pour que la majeure partie des personnes puissent comprendre que, pour moi, les tempéraments les plus compliqués, et je ne dirais pas à éviter, parce que parfois on ne peut pas éviter ça, mais en tout cas de savoir quand on les rencontre, je parle vraiment des tempéraments toxiques. Voilà, tu as des tempéraments toxiques. Dans ces tempéraments toxiques, tu as des profils particuliers où tu vas retrouver cette toxicité. Par exemple, tu as des grands profils, type ce qu'on appelle les borderline. Les profils type borderline, c'est vraiment des personnalités qui ont une gestion de leurs émotions. Il n'y a aucune gestion finalement. Tu n'as aucune gestion des émotions. D'accord. Ça part vraiment en feu d'artifice dans tous les sens. Et ça peut être extrêmement compliqué d'être en relation avec ce genre de profil. Tu as les profils qu'on va dire qu'on connaît un peu plus, antisocial, psychopathique. D'accord. Mais quand je parle donc tous ces profils psychopathiques, on pense souvent les tueurs en série, ce genre de choses. Voilà. C'est vrai, oui. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que ça, c'est une branche. Mais tu en as d'autres qui, foncièrement, sont complètement dénués d'empathie. Voilà. On ne peut pas dire que certains vont dire oui, ce sont ces profils antisociaux sont des personnes qui ne ressentent aucune émotion. Attention, elles ont des émotions. Elles n'ont juste pas d'empathie pour les autres. C'est-à-dire ce qu'elles vont faire, ça n'a pas de conséquences. Elles, ce qu'elles veulent, c'est par ce qu'elles font. Donc, les actes qu'elles vont faire, c'est vraiment par profit ou par plaisir, quoi qu'il arrive. Donc c'est centré sur eux encore finalement. C'est toujours. Mais on peut détecter de l'émotion chez eux, mais on aura de l'émotion de colère, du mépris, du dégoût, un sentiment de frustration. Émotion négative. Parce que finalement, tu n'as pas répondu à ma demande, donc je vais trouver d'autres méthodes. Ce sont des personnes qui sont foncièrement intelligentes, parce que ce sont de vrais prédateurs et qui vont chercher leur proie. Et je ne parle pas de proie synonyme de faiblesse, je parle vraiment de vulnérabilité à un instant T. D'accord. Et parfois, ça va être des challenges pour eux, mais il faut qu'ils atteignent leur objectif, quoi qu'il arrive. Et tu as des spécialistes, du coup, sur ce type de profil qui vont te dire c'est plutôt biologique, donc c'est inné, si tu veux. D'accord. Et d'autres vont dire mais c'est plutôt venu parce que tu as eu des carences plus jeunes, affectives, ce qu'on appelle sécures. Donc c'est-à-dire que tout petit, ils n'ont pas reçu ce côté sécurisant au niveau de l'affection, c'est-à-dire que pas ce côté il manque des choses en fait dans leur choses, voilà, ils sont vraiment carencés. D'accord. Et ils n'ont pas eu ou carencés ou des enfances traumatisantes qui font que du coup ils ont un modèle qui est vraiment qui est erroné finalement. Voilà, il leur manque des choses très clairement. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'en eux, il y a quelque chose de vide. Il y a quelque chose de vide, ils essaient de combler à tout prix quelque chose, mais c'est vide en eux. Et puis tu as vraiment aussi ce côté qu'on connaît, plus particulièrement, on parle de pervers narcissique. Oui. D'accord ? On est vraiment sur le côté manipulateur. Et donc là aussi, tu as une véritable toxicité. Pour terminer, tu as aussi ce qu'on appelle les profils passifs-agressifs. Les passifs-agressifs, on en rencontre aussi beaucoup. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir en fait une attitude où ils vont avoir un refus catégorique de tout ce que tu vas leur proposer. Voilà, sans le dire. Ils vont mal faire les choses. Ils vont parfois saboter certaines choses. Ils vont dire « Ah, tu me l'avais dit ?» Mais oui, ça fait peut-être 10, 15, 20 fois que vous répétez. Voilà, on est patient, on le dit, mais je ne savais pas. Alors qu'on sait que la personne était présente. Ils vont venir vraiment faire exprès d'oublier, d'omettre des informations, de travailler lentement alors qu'on est pressé et on l'a dit. Voilà. Donc là, tu as vraiment aussi ce côté, tu vois, un peu toxique qui peut nous-mêmes amener de la frustration, une incompréhension, et nous-mêmes, tous ces profils vont avoir cette capacité à nous renvoyer chez nous en disant
c'est nous, finalement, le souci. Ils ont cette capacité vraiment à ce que ça revienne sur toi. À vraiment avoir te dire, mais c'est moi qui ai un souci. Et dans tous ces profils, tu as aussi vraiment ce côté un petit peu toxicité où tu peux trouver dans des profils un peu paranoïaques, si tu veux. Donc ils vont vraiment avoir une méfiance et finalement, toi-même, tu peux te dire, tiens, qu'ai-je fait ? Il y a eu quelque chose encore pour que cette personne ait ce genre de comportement vis-à-vis de moi, par rapport à des réactions qui, pour le commun des mortels, si je peux parler comme ça, en disant il y a eu quelque chose, alors que non, ça ne nous appartient pas à nous. Mais pour terminer, ce qui est important aussi, c'est de faire la distinction entre ce que je viens de dire, le côté psychopathique, vraiment, et où ce sont il faut savoir que ce sont des profils. On ne peut pas dire que c'est une maladie psychique mentale au sens strict du terme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font. Elles sont conscientes. Par exemple, à l'inverse, tu as ce qu'on appelle des psychoses, tu vois, ou ceux qui sont psychotiques, c'est-à-dire là, c'est vraiment une maladie parce que tu peux avoir des hallucinations auditives visuelles, comme tu peux trouver chez certains profils un peu plus schizophréniques. Mais tous les profils, encore une fois, c'est très réducteur parce que c'est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus vaste, plus. Mais tous ces profils peuvent s'entrecouper, tu vois, ça peut se rejoindre. Donc tu peux vraiment, entre un profil borderline, tu peux avoir le profil en plus paranoïaque, C'est très complexe. C'est très complexe. Ouais. Et il faut savoir qu'on en rencontre tous les jours. Tous les jours ? Oui. D'accord. Je suis persuadée que tu en as rencontré et que tu vas en rencontrer. Mais par rapport à tout ce que tu disais, moi j'ai des flashs, tu vois, de personnes, je me dis, tiens, elle était comme ça, elle était comme ça. Et en fait, tu peux rencontrer ça dans ton cercle familial, tu peux rencontrer, quand je dis ça, je veux dire ces situations-là, tu peux rencontrer ce genre de profil au travail, tu peux rencontrer ce genre de profil partout. Et tu peux même parfois les entendre à la radio, mais tu peux les voir sous l'effet des projecteurs. Tu peux des personnalités publiques. Absolument. D'accord. Absolument. Ok. C'est intéressant par rapport à tout ce que tu dis. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Et j'imagine qu'il y a des moyens aujourd'hui de pouvoir un petit peu les déceler, parce que tu me les as définis un petit peu. Et on peut arriver à les déceler quand même. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, sur un des profils, comment arriver à savoir qu'il est dans ce profil-là et qui pourrait nous faire un petit peu de mal, entre guillemets ? Je comprends. Alors déjà, pour n'importe quel type de profil, il y a des petits indices. Il y a des choses que je vais pouvoir repérer, comprendre, et puis tu as le côté très instinctif. C'est-à-dire que je sais que me concernant, j'ai cette faculté, je ne sais pas trop comment la nommer, mais qui fait que très rapidement, je vais sentir certaines énergies et qui vont m'interpeller dans le sens positif, négatif ou neutralité totale. Mais il est vrai que en voyant une personne une seule fois, comme ça, il y a des petites choses qui peuvent... Mais moi, je prends toujours des distances parce que je me dis cette personne peut être vraiment dans un côté très scénario parce qu'elle se protège aussi d'un environnement qu'elle ne connaît pas. Elle se met en avant parce qu'elle a besoin de ça, elle a un manque de confiance en elle. Et donc, il peut y avoir tout un tas de choses très respectables. On se dit, OK, voilà. Mais donc, j'ai besoin, moi, de voir. Et il faut vraiment comprendre ça. C'est qu'il faut prendre le temps de laisser la personne montrer vraiment sa nature propre et en elle. Et dans le temps, tu vas vite comprendre que ces personnes ont un mécanisme vraiment bien rodé, mais surtout des réactions très spontanées où tu te dis ouf. Et à partir du moment, et ça c'est le conseil, c'est vraiment pour tout le monde, faites-vous confiance, faites confiance en votre instinct. À partir du moment où vous sentez que il y a un malaise, vous vous sentez pas bien, vous sentez que c'est pas cohérent, ou enfin il y a une incohérence, ou dans ce qui est dit, dans ce que j'ai ressenti, dans ce que j'ai vécu, dans ce que cette personne dit, faites-vous confiance. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois. Bon. Si vous sentez en plus que face à vous, vous avez quelqu'un qui est frustré très facilement, vraiment,
qui va avoir une émotion plus de colère, qui va vraiment avoir ce sentiment où vous montrez que finalement, c'est pas lui le souci, c'est vous qui avez amené vraiment un contexte particulier, alors que qu'est-ce qui se passe? Vraiment les mots que cette personne va utiliser. Et ce changement vraiment d'attitude. On va être vraiment dans quelqu'un qui va être au début dans la séduction. Parce qu'elle doit séduire son public, c'est la meilleure personne du monde. C'est quelqu'un, on a envie, qui a l'air très empathique, qui a l'air d'être plutôt quelqu'un, on a envie de partager. Tu veux partager toi aussi? Partager, quelqu'un de très empathique, on a envie vraiment de partager. Et puis petit à petit, si on entre dans son mécanisme à lui, eh bien petit à petit, on va voir que cette personne, elle va fixer son attention sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'avec moi, elle va être peut-être très sympathique, et puis je vais voir qu'elle va changer du tout au tout avec quelqu'un d'autre où elle va pas du tout utiliser les mêmes paroles. Pas le même comportement. Mots, pas du tout le même comportement. Ça doit mettre en alerte aussi. Oui. Ça devrait mettre en alerte. Ça devrait. À partir du moment où tu as évidemment tous les facteurs autour de toi, que tu te dis effectivement qu'il y a une incohérence, parce que toi-même tu n'as peut-être pas compris pour quelle raison il va parler de cette façon-là à cette personne, mais vraiment c'est ce côté malaise, si tu veux, c'est vraiment ce côté un petit peu je ne comprends pas tout, je ne comprends pas. Mais tu as vraiment ce côté très prédateur, vraiment séduction. Oui. Une fois qu'il est dans la séduction, comme ça, il te met sur un piédestal, même au niveau du travail. Tu es le meilleur collaborateur, tu travailles vraiment très bien. C'est vraiment très bien. J'avais un autre collaborateur comme toi qui ne travaille pas du tout aussi bien. Il va trouver des mots en disant il était médiocre, il était incompétent. La critique négative. Et puis, au fur et à mesure, donc si lui était incompétent, et puis au fur et à mesure, il va changer vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette personne, en disant « mais mon collaborateur d'avant était quand même beaucoup plus compétent que toi ». Donc imagine, il t'a dit il y a quelque temps que c'était un incompétent, donc maintenant, si moi je suis incompétent, c'est maintenant que lui devient compétent, donc je suis encore plus bas que bas. Et tu ne travailles pas assez vite. Et mon autre collaborateur, et tu vas avoir vraiment ce côté vraiment volte-face, où tu sens pas les choses. Certaines personnes vraiment sont dans une emprise, donc ils ne se sentent pas, vraiment arrivés parce qu'ils ils se faufilent très bien. Et puis tu as des personnes qui viennent comme ça et qui voient le changement, ou qui peuvent observer le changement, parce que par exemple cette personne ne va pas me voir, mais moi je vais l'observer et je vais voir je vais voir entre ce qu'il va dire, ce que son visage va montrer, tu vois, la lecture des émotions, dans ses macro-expressions. Quand je vais voir pas mal de choses, je me dis, tiens, c'est très étonnant. Et voilà. Donc vraiment... Et par rapport à ça, justement, c'est vrai que tu as donné plein de petits conseils, plein d'exemples. Et moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est que les gens devraient être beaucoup plus sensibilisés à ça. Alors nous, on a dans quelques mois, on a un séminaire par rapport à ce sujet-là, des personnes toxiques, etc. Oui. Donc je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Hein. C'est des choses qui peuvent, en ayant quelques clés, quelques conseils, on peut vraiment les aider. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Bien sûr, absolument. Ce sont des choses simples, mais je pense que oui, il faut pouvoir expliquer, mais sans tomber nous-mêmes, que les personnes ne tombent pas non plus dans une certaine paranoïa. Oui. C'est-à-dire parce que plus on cherche, plus on va trouver des indices et on va dire « Ah, mais alors ceci, cela ». Non, il faut vraiment savoir que c'est dans le temps, et donc il faut se laisser le temps et pas tout de suite mettre des étiquettes sur le front de chaque personne. Mais il est vrai que très facilement, on peut déceler certaines choses, on peut voir. Et du coup, nous-mêmes, on voit ça, on va dire, mais alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de profil? Eh bien, nous, on est au courant de la personne qu'on a en face de soi. Donc, on va s'armer pour se protéger, très clairement, et on va essayer de protéger l'entourage. Voilà. Mais encore une fois, en prenant vraiment des pincettes et en disant, OK, parce qu'on a validé, on a vu certains indices qui, OK, celui-là, là, on est d'accord. Voilà. Mais ne pas partir dans un raccourci, parce qu'effectivement, là, du coup, il y a plein de choses. Bien sûr. Mais évidemment qu'il y a des choses où
ça se lit très facilement. Quand il faut, voilà. Mais... Oui, c'est un vaste sujet, hein. On ne peut pas tout résumer en 2 minutes, mais effectivement, c'est des points qui sont très très importants. Oui. Par rapport à ça, donc, moi j'ai cru comprendre que tu as donné des cours dans une académie de police, c'est ça? Par rapport à ce côté psychologique, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu leur as apporté justement à ces... Alors c'était une nouvelle fois en Belgique. En Belgique, oui, tout à fait. Et en fait, j'ai commencé à intervenir, ce qui n'existe pas ici en France, dans des écoles, si tu veux, préparatoires pour entrer ou en académie de police. Si tu veux, c'est l'équivalent d'une école préparatoire après le bac. D'accord. Okay. Ça, c'est la première chose. Et donc, je suis intervenue dans ces écoles préparatoires. Et aussi en académie de police parce que j'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'anglo-saxons qui mettait en place une formation sur ce qu'on appelle communément la détection de mensonges. Donc c'est vraiment la lecture des émotions, de l'incohérence et de la cohérence face donc à une situation, un fait avec tel ou tel individu, mais de manière scientifique. C'est-à-dire que cette formation, c'est quelque chose qui a été mis en place par un grand psychologue qui s'appelle Paul Ekman et qui lui-même a découvert 7 émotions universelles. Parce qu'aujourd'hui, certains vont vous dire qu'il n'y en a que 5, d'autres vont vous dire maintenant qu'il y en a 14, je ne sais combien. Ok, c'est 7 émotions universelles. Pourquoi je l'affirme? C'est parce que culturellement, le docteur Ekman est allé même jusqu'en Papouasie pour voir, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il est allé voir plein de cultures différentes jusqu'en Papouasie qui découvraient aussi d'autres hommes et où il a pu les étudier, les observer, être avec eux et de voir que il y avait à chaque moment des micro et des macro-expressions au niveau du visage, donc c'est le système nerveux au niveau de nos muscles qu'on a au niveau du visage, qui se déclenchaient face à des situations. Et donc c'est un peuple qui, culturellement, voilà, suivant les continents où tu vas te trouver, on peut avoir une certaine influence de quelque chose. Tu vois, c'est connu, ça fait partie de ton pays, de ta culture, tout ça. Et donc, par exemple, le fait, tu as le sourire, tu souris, puis tu as le sourire très commercial, tu vois, pour dire voilà, tout va bien, etc. Voilà. Donc ça, ce sont toutes des attitudes qu'on va feinter, très clairement. Voilà, hein, on montre quelque chose parce que c'est bien de montrer ça. C'est un peu artificiel. Voilà, exactement, mais parce que c'est bien de le faire, parce qu'on te dit que c'est politiquement correct ou c'est ce qu'on attend. Ce sont des codes, exactement. Et donc, dans ce peuple-là, si tu veux, ils ont aussi des codes à eux, mais ils n'ont pas d'influence au niveau de la télévision, tu vois, ils n'ont pas ce genre de choses. Il y a plein de choses pas qui les dépassent, mais qui ne les concernent pas, tout simplement. Et pourtant, il a réussi à percevoir ces 7 émotions chez ce peuple, comme il a pu en avoir partout, que ce soit en Occident, n'importe. Et donc là, il s'est dit, ok, vraiment, c'est quelque chose d'inné. Ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de lui, quelle que soit la culture. Après, il faut savoir que l'émotion, donc il y en a 7. C'est vraiment, pour vraiment qu'on puisse comprendre, une émotion que tu vas ressentir, c'est vraiment l'espace de un clignement des yeux. Vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de spontanéité. Exact. C'est ça. C'est tout de suite. C'est pouf. Voilà. Ensuite, ce qui va venir derrière, c'est le fait peut-être de feinter l'émotion. Mais on reprend le contrôle, en fait. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. J'en suis vraiment navrée. Vous recevez un cadeau. Voilà. Ou on vous fait une surprise, ou les collaborateurs vous font une surprise, un pot de départ, ou je ne sais rien, ou peu importe. Et vous avez la personne qui rentre dans la pièce. Fait « Oh, mais non! Oh, ok, c'est bon. Oui. La surprise, c'est « Waouh !» Et ensuite, ce qui va découler derrière, c'est « Voilà. » Mais c'est bien de montrer. On a besoin de montrer parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, parce que les autres veulent voir ça. Parce que si quelqu'un est juste surpris et heureux en même temps, donc si tu veux, tu as 2 émotions qui est arrivée et tu vas vite le voir sur le visage. Et c'est tout, en disant, oh, bah, c'est super, nanana, parce que tu es souris, parce que tu as le sentiment de joie, le sentiment de bien-être. Le sentiment, c'est sur la longueur, tu vois. Après, le sentiment, tu as plein d'émotions qui vont arriver. Mais
Le sentiment est sur la longueur. Sentiment de joie, de bien-être, de frustration. Et donc tu peux jouer dessus, tu peux exagérer, tu peux... Voilà, mais ça c'est feinté. Oui. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de... Voilà, on prend un enfant, l'enfant c'est l'innocence. Vous allez vraiment voir la joie, et puis d'un coup après, parce que peut-être par mimétisme, il va imiter ses parents ou les adultes, parce que c'est normal, il va continuer, et c'est là on parle dans la culture, tu vois, dans l'éducation, il va « ah là 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 », mais sinon tu es vraiment dans l'instant T. Mais ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi ce que j'aime beaucoup, et ça m'apprend aussi, c'est que je n'ai pas besoin qu'on me fasse de grandes phrases, que j'ai besoin de te voir. Et donc quand je te présente quelque chose et que j'essaie de t'observer, je te vois, je ne parle pas beaucoup, mais je te regarde, ou parfois je ne te regarde pas, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas spécialement envie de voir, mais que je vais voir, et je vais me dire, voilà, ça me met mal à l'aise, et je ne suis pas trop d'accord. Par exemple, tu es au travail, et puis tu sens que la personne, il y a un dégoût chez elle par rapport à un sujet de conversation, mais elle va te dire que tout va bien. Ah oui, oui. Tu vois et ça, tu le vois et tu le sens, et tu te dis, bon, ok, j'en fais quoi? Mais c'est peut-être un dégoût pour autre chose. C'est peut-être le dégoût parce qu'il a senti l'odeur d'un parfum qu'il n'aime pas et que ça n'a rien à voir avec toi ou avec la discussion. C'est vraiment, tu l'aurais compris, très passionnant. Bien mais sûr. c'est vrai que faut comprendre que c'est très subtil. Et donc, pour les écoles et l'académie de police, ils m'ont demandé, parce que j'ai eu cette chance évidemment d'être formée par ces collaborateurs du docteur Ekman. Ekman, oui. Et vraiment, c'était quelque chose, parce qu'ils voulaient aller plus loin, notamment dans tout ce qui est, si tu veux, les interrogatoires. Ils veulent reformer leurs futurs élèves, policiers, parce que tu as ce qu'on appelle le détecteur de mensonges, Oui. voilà, qui lui est facilement falsifiable parce que, voilà, comme je dis, c'est les émotions. Tu as envie de feinter une émotion, tu peux la feinter, ton cardio, voilà. Mais l'humain, non. L'humain, voilà. Et ça te permet aussi de voir certains profils psychologiques. Parce que Oui. tu as des profils psychologiques, tu ne verras rien. Voilà. Ou d'autres, tu verras, mais que certaines émotions. Que certaines émotions. Et puis tu en as d'autres, tu ne vois rien du tout. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, tout simplement, parce qu'on a un petit peu abusé du Botox, tu vois, ou des choses qui font que ça fige. Ouais. Mais une fois que tu le sais, tu te dis, ok, il me manque des informations, ça va être très compliqué. Mais ça fait partie aussi de l'initiation et du pourquoi il y a eu aussi cet appel et cette chance que j'ai eue, parce que j'étais assez jeune et je me suis pourtant sentie... au début, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas ma place parce que je suis trop jeune, voilà. Et en fait, quelque part, quand j'y étais, je me sentais bien parce que je sentais qu'il y avait, si tu veux, un apport. J'avais eu cette chance qu'on m'explique ça, qu'on me forme à ça. Il fallait bien que ça serve à quelque chose. Oui. Et j'ai dit, ok, voilà. Donc, voilà pour quelles raisons je me suis retrouvée dans ces situations d'école préparatoire et en académie de police. Donc si je comprends bien, en fait, par rapport à tout ce que tu as dit, si je résume, c'est la première seconde qui est importante. C'est cette partie où, entre guillemets, la personne ne contrôle pas. Donc c'est du spontané. Et c'est là où on peut voir si peut-être elle peut être négative pour nous ou positive pour nous, si elle est sincère en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose à aller voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette émotion qui va ressortir. Tu peux avoir 2, 3, 4 émotions d'un seul coup, mais voir s'il y a une cohérence entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vois voilà, au niveau du visage et ce que je peux entendre et de l'environnement, effectivement. Et ce que tu ressens aussi, j'imagine. Effectivement aussi de ce que je ressens. Parce que je fais vraiment très très attention aussi à mon ressenti. Vraiment, c'est toujours ce côté très énergique. Tu vois. Mais vraiment, vraiment, il faut savoir que ce que tu vas découvrir, voir, il faut être accroché, c'est-à-dire il faut être préparé. Il faut être préparé à savoir qu'est-ce que je vais en faire. Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que très souvent, je suis seule à voir ça. Ah oui. Oui, je suis seule à voir ça parce que ça devient quelque chose de très instinctif et ça fait partie de moi. Mais j'en fais quoi? J'en parle pas, je vais gratter, je vais pas gratter parce que ça peut être au travail, mais ça peut être au niveau de la famille. Ça peut être des comment amis. tu le gères? Comment tu le gères? Comment tu gères cette... Tu vois? Donc vraiment, oui, c'est des fractions de secondes, mais c'est pas en une seule fois. Il faut vraiment que tu ailles
vraiment dans cette méthode, il faut vraiment qu'on aille valider, tu vois. On valide une deuxième fois, on reformule, on valide une troisième fois. Donc si tu veux, tu peux discuter en posant des questions très rationnelles et des questions très émotionnelles, tu vois. Entre est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu ressens les choses? Tu vois? Et là, on est vraiment dans le côté émotionnel. Et donc là, tu vas chercher, la personne, elle ne saura rien faire. Tu vas chercher vraiment. Certains vont dire, c'est vraiment ce côté... voilà, tu discutes tout simplement. Mais dans les discussions, après, tu cherches l'émotion. Et puis là, ça te valide ou valide pas. Et puis là, tu te dis, OK, bon, ben, à voir la suite. D'accord. Et donc, tout à l'heure, je te parlais du séminaire qu'on va faire sur justement les profils complexes. C'est un sujet, nous, qui nous tient à cœur. Parce qu'on voit que ce soit en France ou ailleurs, les gens sont de plus en plus confrontés, hommes ou femmes, à des profils complexes. Donc, on devrait vraiment apporter cette plus-value par rapport aux personnes qui viendraient. Toi, aujourd'hui, quel message tu donnerais déjà lors de ce séminaire, mais pourquoi les gens viendraient à ce séminaire? Quel message tu pourrais donner par rapport à ça? Je pense que déjà, c'est une très jolie démarche que vous allez faire. Vraiment, c'est important. Parce que je pense qu'effectivement, mais ce n'est encore une fois que mon avis. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui ne sont pas conscientes vraiment que parfois elles peuvent être dans des situations qui peuvent devenir dangereuses pour elles ou pour des personnes qu'elles côtoient. Vraiment, peut-être pas pour elles précisément, mais dans plein de circonstances. Et donc je pense qu'il est important d'être dans la prévention et en tout cas dans l'initiation et de pouvoir comprendre qu'il y a des choses peut-être à observer un peu plus attentivement. Encore une fois, sans faire de raccourcis, sans encore une fois rentrer dans ce côté très parano où on veut absolument, on trouvera toujours ce qu'on cherche si on a envie, évidemment, gratter, mais rester neutre, mais être averti. Vraiment de se dire, OK, ça je ne savais pas. Donc il faut se former, c'est ça que tu veux dire, il faut comprendre les choses, il faut se former, il faut former, s'informer en tout cas. Et s'informer, absolument, parce que ne serait-ce que comment fonctionnent certains profils, et encore une fois, on peut les trouver dans toutes les classes sociales qui existent. Peu importe, ça, il n'y a pas de règle. Peu importe, je parle de statut social, je te parle aussi au niveau du travail, peu importe dans quel niveau de travail tu te trouves. Ça peut être vraiment partout et tu peux les rencontrer n'importe où. Tu peux les rencontrer quand tu te balades, tu peux les rencontrer quand tu vas à un séminaire. Parce que forcément, tu en auras. Forcément, tu en auras qui vont venir à ce séminaire parce que eux, ce qui va les intéresser, vraiment, c'est qu'est-ce que cette personne va... Parce qu'ils savent. Oui. La plupart savent comment ils sont. D'autres pas. Mais d'autres vont se dire, OK. Comment est-ce que je peux encore me protéger pour que je puisse être encore... C'est un peu le jeu du chat et la souris. Exactement. C'est-à-dire que je vais prendre les informations et je vais essayer du coup de mieux travailler pour mon camouflage, pour être un peu moins, qu'on me détecte un peu moins. Mais encore une fois, moi, ces personnes, c'est pas que je leur dis, c'est pas de la provocation, mais elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Ce sont vraiment certaines émotions. Et donc là, on ne maîtrise pas. Elles peuvent essayer de feinter. Mais rien que le fait de penser que je vais feinter quelque chose, c'est fait. C'est fait. Je l'ai vu. Et des personnes lambda, toute personne est capable, en se concentrant bien, en comprenant, en observant, en analysant, de pouvoir détecter ça. Oui, parce qu'on a beaucoup, nous en tout cas autour de nous, on a investigué, on a regardé un petit peu tout ça par rapport à ce séminaire justement, et on voit des tas de personnes, alors malheureusement beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais qui disent voilà, j'ai vécu pendant des années avec une personne toxique, un pervers narcissique, j'ai été dans l'emprise de cette personne-là, j'ai mis des années pour m'en sortir, j'ai souffert, des gens autour de moi n'ont pâti, etc. etc. On sent que c'est quand même super compliqué de s'en défaire, mais encore une fois, si on a les outils, si on a les moyens, si on a aussi l'énergie suffisante, on peut arriver à s'en sortir. C'est ça que tu dis aussi. Donc oui, on peut réussir à s'en sortir, mais il faut être accompagné et soutenu. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces victimes,
victimes de ces pervers narcissiques, ces manipulateurs, là on voit vraiment... C'est un profil bien précis aussi. Oui, et en fait, ils sont très forts, mais ces victimes, elles doivent être comprises parce que bien souvent, malheureusement, elles sont isolées. Elles sont isolées socialement parlant, elles sont isolées au niveau de leur famille, elles sont seules. Et elles vivent dans une espèce de cercle comme ça, très compliqué, très toxique, et elles n'arrivent pas à s'en sortir parce que même l'entourage ne comprend pas ce qui se passe. Elle est quand même avec quelqu'un qui est gentil, qui est talentueux, qui est bienveillant. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, vraiment, ces personnes doivent avoir aussi le courage de pouvoir en parler, mais généralement, elles sont tellement vidées de leur énergie. Elles sont dans une emprise où même elles ne se rendent plus compte qu'elles sont là-dedans, et elles finissent par croire que ce sont elles le problème. Ah oui. Voilà. Et donc, il faut parfois qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui essaye, mais sans brusquer, parce que ces personnes-là sont très vulnérables. Elles ne sont plus rien, les pauvres, elles sont vidées. Et donc, de revenir en disant, mais tu n'as pas été capable de te rendre compte que tu es sous l'emprise, c'est violent. Oui. On reste dans la violence. Et donc, c'est rabaissant aussi, j'ai l'impression. C'est très rabaissant. Oui. Et donc là, on continue, du coup, on fait partie de ce cercle qui va encore plus enfoncer cette personne. Du coup, ce qui est vraiment important, c'est parfois que la personne prenne conscience qu'elle vit dans quelque chose de « Ah, donc ce que j'ai ressenti il y a quelque temps, j'ai bien ressenti que ce n'était pas normal. » Voilà. Et quand cette personne accepte de prendre conscience de cette situation-là, oui, il faut qu'elle ait vraiment une aide pour l'aider à s'en sortir. C'est le premier pas, mais il faut qu'elle soit accompagnée. Oui, il faut, parce que seule, j'ai côtoyé, j'ai vu, j'ai entendu, et je dis j'ai parce que je parle juste de mon expérience, d'accord. Beaucoup trop de personnes disent, mais moi, si j'étais à sa place, je partirais très facilement, je venais là. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que ça date pas d'hier. Et moi, j'ai plutôt envie de dire que faisait l'entourage. Où était l'entourage à ce moment-là? Vous voyez? Et c'est peut-être l'entourage, oui, eux-mêmes doivent être plus peut-être sensibilisés pour peut-être se rendre compte que quelqu'un de leur entourage vit cette situation. Ouais. Et de se dire, ouh, il y a quelque chose. Et donc là, on va peut-être être ensemble pour la sortir de cette toxicité, de l'aider parce qu'elle en prend peut-être plus conscience, parce que psychiquement, elle est vide, la pauvre. Elle ne sait plus. Et donc, avant que ce prédateur ne la jette comme un petit mouchoir usagé, et d'aller chercher une autre victime, et de continuer comme ça, au moins d'essayer de sauver cette personne. Et donc, la personne qui vient dans ce séminaire, qui vit ça, tu vas avoir les deux profils. Le profil qui va dire, oui, ce que je vis, ou là. Et tu en as d'autres qui vont fuir ça, en disant, non, ce n'est pas possible, je ne vis pas ça, ce n'est pas possible, parce que ça voudrait dire que je n'ai pas été capable d'eux, et tu recommences dans ce cercle de je vais me flageller, je n'ai pas été. Non, je pense que là, vraiment, le message, c'est vraiment l'entourage. L'entourage, soyez là. Et si vous avez vraiment quelque chose, vous sentez quelque chose, faites confiance en votre instinct, encore une fois. Venez. Et ensuite, petit à petit, analysez, observez. Oui, ça sont plusieurs temps. Et aider. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu justement à ton métier principal au niveau de l'équitation, mais moi j'ai une question par rapport à cette transition justement. Est-ce que ce côté psychologique, c'est aujourd'hui ces études que tu as réalisées et comment tu vois les choses en termes de psychologie, est-ce que ça t'aide justement avec les chevaux, cette vision que tu as, est-ce que ça t'apporte avec ton métier, avec les chevaux? Absolument. Absolument. Il faut savoir que les chevaux sont des êtres vivants. Et c'est vrai que ça fait partie de mon tempérament, de ma personnalité, en tout cas actuelle, qui fait que j'ai besoin de connaître, d'observer et de comprendre comment fonctionne l'être que j'ai face à moi pour essayer de m'adapter au mieux, de ne pas lui imposer des choses avec des codes qu'il ne va pas comprendre. Et donc pour moi, ça va de pair. C'est-à-dire que ici, si tu veux, dans le monde plutôt animal, nous sommes des animaux, même si certains ne veulent pas l'avoir, les êtres humains, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. C'est partie du monde animal. Mais si on parle des chevaux, les chevaux, ce sont des proies, nous sommes des prédateurs. Donc déjà, nous ne fonctionnons pas du tout de la même façon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que là,
dans comment fonctionne l'animal, moi j'ai besoin de comprendre. Et nous, on parle d'aspect plutôt psychologique, mais dans le monde animal, on parle de l'éthologie. Tu vois, l'éthologie, c'est vraiment un terme scientifique et ce sont des études scientifiques qui permettent d'observer, d'analyser, de comprendre, si tu veux, le comportement d'un animal, peu importe lequel, en milieu domestique. Alors, souvent on dit en milieu naturel, mais moi j'ajoute aussi, ça c'est en milieu domestique, parce que tu as vraiment ce côté artificiel que tu vas mettre en place, qui est différent. Et donc moi, je me suis vraiment intéressée, quand je faisais mes études, notamment en psychologie, à l'éthologie. J'étais vraiment en train de, waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je suis allée vraiment loin, et j'ai voulu vraiment aller très loin, enfin le plus loin possible, et je continue vraiment. C'est une vraie addiction, une vraie passion, vraiment, pour dire, ok, comment est-ce que je peux être avec mes chevaux pour être la plus juste possible, tout simplement, la plus juste. J'essaye, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent dépasser, qui dépassent peut-être l'entendement, parfois pour d'autres personnes, mais qui restent quelque chose juste de fondamental. Et donc, dans cette manière de comment mon cheval va être, et chaque cheval est différent, comme nous-mêmes, nous sommes différents, ils ont leur tempérament, ils vont avoir une personnalité qui va évoluer. Il y a plein de choses. Donc, oui, ça me sert, et je ne peux pas concevoir, mais c'est encore que mon avis, je ne peux pas concevoir qu'on soit avec des êtres vivants sans connaître les codes, sans savoir même de manière intrinsèque comment ils fonctionnent pour pouvoir être avec eux. Et tout ça, évidemment que ça me sert aussi quand je rencontre mes élèves en coaching, parce que moi je dis toujours... Tu suis le même process, la même méthode. Voilà, c'est-à-dire que j'ai le cheval, j'ai le cavalier, il y a moi, nous sommes un trio. Mais dans ce trio, très souvent, le cheval, il est là. Et moi je reste neutre. Et oui, mon cheval est comme ceci, mon cheval est comme cela, mon cheval fait ceci, mon cheval fait cela. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment fonctionne le cavalier, comment est le propriétaire avec son cheval. Ah oui. Tu vois ? Et là, tu découvres plein de choses. Et généralement, quand tu déclenches des choses chez le cavalier, comme par magie, avec le cheval, ça fonctionne. Voilà. D'accord. Et donc, tout à l'heure, tu disais, donc c'est avec un des, je ne sais plus lequel, où tu as été championne de France, je crois. Oui, alors j'ai eu Mallorquin, donc cette année en 2024, et j'ai Oli mon jeune au fond en 2023. Donc les deux ont été champions de France et vice-champion d'Europe, Oli. D'accord. Et donc justement par rapport à ça, aujourd'hui, quelle est la médaille ou la compétition qui a le plus de valeur sentimentale, en tout cas où tu as le plus beau souvenir? Waouh. Il doit y en avoir quand même pas mal. Oui, en fait, je pense que je vais te dire, ma toute première, où vraiment j'ai eu une émotion juste je me revois, une émotion vraiment incroyable, et c'était avec Ganador. C'était mon premier international que j'ai fait avec lui. D'accord. Où j'étais très jeune cavalière finalement, parce que moi, on avait réussi à être dans mon premier international, c'était en 2022. Et donc on se retrouve en Belgique, on revient sur les terres. Ouais. Et puis, et en fait, il nous a fait notre premier podium, médaille de bronze. Alors moi, la sensation que j'ai eue à cheval, c'était juste extraordinaire. J'étais juste, encore une fois, tellement, mon Dieu, je me retrouve là, avec des cavaliers d'une certaine renommée, où quand même, c'est comme toute discipline, quand même, quand tu les vois, tu te dis oh, et enfin, voilà, il n'y a pas de mots à ça, tu te dis waouh, et tu es fière. J'étais fière, j'étais dans le paddock d'entraînement, j'étais à côté, à côté, mais fière vraiment, et mon cheval qui était avec moi dans cette complicité, là, vraiment, et donc quand en plus j'ai su qu'il avait réussi à montrer son talent et à être avec moi pour qu'on arrive à notre premier podium à l'Europe, ça a été vraiment waouh. Et puis, tu y crois à peine, en fait, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que tu avais les autres cavaliers très sereins, très mots, mais moi, j'étais au bout de mon émotion. J'étais vraiment waouh. Et puis, l'année d'après, je vais te dire, j'avais Oli, parce que Oli, qui est champion de France, mon jeune,
Parce que c'est vraiment tout jeune. Et je me dis, non, c'est pas possible. et champion, et vice-champion de France, il avait fait l'année dernière. Là, j'étais, non, attendez, trop plein d'émotions. Waouh. Et cette année, ça a été le... Alors, Mallorquin, champion de France, il faut savoir que c'est un cheval qui est vraiment dans l'émotivité. Et donc, j'ai envie de te dire que vraiment, tu auras compris que chacun de mes chevaux, il n'y a pas vraiment une médaille, un moment où c'est vraiment, je me dis, mais merci, quoi. C'est-à-dire que mes chevaux, ils me font à ce point confiance pour me dire, ok, j'accepte que tu m'emmènes dans cet endroit-là, qui n'est pas si facile, qui n'est pas si simple. Et comme, je ne sais pas, c'est de l'anthropomorphisme peut-être, en disant, on va essayer de te faire plaisir, on va essayer de vraiment de donner. Tu as quelque chose qui se passe qui est presque inexplicable, en fait. Et j'avais un rêve, voilà, je le dis, j'avais vraiment un rêve de cavalière. C'était, si tu veux, j'ai toujours, quand je voyais les chevaux de dressage, ils faisaient leur tour d'honneur. Tu vois, quand tu as les meilleurs chevaux, sur certaines catégories de concours, de compétition internationale, tu as ce fameux tour d'honneur où tu as les 3 meilleurs chevaux, voilà. Et là, c'est le seul moment, moi je me dis, c'est le seul moment où tu les mets vraiment à l'honneur. Tu vois, parce que sinon un podium, ben, c'est toi qui montes sur le podium, ton cheval n'est pas avec toi. Et moi, à chaque fois, je suis là, mais il manque quelque chose, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans eux, nous ne sommes rien. Nous sommes piétons. Donc, ils doivent aussi être devant la scène. Et là, l'émotion était là-haut, parce que j'avais toujours dit, même à mon mari, il y a ma petite fille, j'ai dit vraiment, mon rêve sportif, un jour, c'est vraiment de mettre à l'honneur mon cheval en faisant ce tour d'honneur. D'accord. Oli nous l'a offert. Oli se l'est offert. Et alors là, je peux te dire que... Oui, il n'y a pas de mots. L'émotion. Oui, vraiment. D'accord. Et rempli de gratitude et merci, quoi. Et donc, il va se c'est qu'on parle. On parle d'elle. Et donc toi, comment aujourd'hui tu te prépares? Parce qu'on parle du cheval, effectivement, mais toi, aujourd'hui, mentalement et physiquement, comment tu prépares tes compétitions? Alors justement, cette année, on avait... oui, on avait... j'ai souhaité, j'ai décidé vraiment d'avoir une préparation me concernant au mental un peu plus poussée. Parce que, notamment pour l'Europe, parce que c'était vraiment un très long voyage. On a fait 3 jours aller, après on a le retour. Mais donc tu as pas mal de stress dans le sens où tu as le transport de tes chevaux, tu attends que tes chevaux soient quand même en forme, parce que c'est quand même fatigant pour eux au niveau du transport. Ah oui. Il n'y a rien à faire, je suis maman, j'ai ma petite fille, je lui impose ça aussi, c'est 3 jours, donc c'est compliqué. Et je me suis dit, mentalement, il faut vraiment que j'ai une préparation très spécifique. Et donc je l'ai fait en amont et je l'ai fait pendant le championnat. Donc ça, c'était vraiment quelque chose pour, si tu veux, avoir une projection, de pouvoir me préparer et de pouvoir identifier, parce que je connaissais mes limites. Et je savais que là, j'allais aller au-delà de mes limites. Il était hors de question de me mettre en difficulté. Parce que si moi, je me mets en difficulté, mes chevaux vont le ressentir. Ah oui. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, tout est question de préparation. Donc là, c'est vraiment une préparation mentale. Cette année était un peu plus poussée. Ce qui nous a apparemment, voilà, c'était positif. Ben oui, oui, clairement. Ensuite, la préparation physique. Alors ça, comme je dis toujours, monter sur le dos d'un cheval, généralement, quand tu n'as pas d'appréhension, tout le monde sait le faire. Monter à cheval, monter son cheval, ouais. C'est autre chose. C'est différent. Tu ne peux pas être passif à cheval. Tu dois être... Le cheval sera ton miroir. On sera ensemble, si tu veux. C'est-à-dire que tu dois avoir un cardio. Voilà, un bon cardio, parce qu'il faut les suivre, forcément. Mais tu dois aussi, musculairement parlant, tu dois être prêt. Tu dois avoir un certain gainage, c'est-à-dire que tu dois être souple dans l'effort, au même titre que ton cheval. Si toi-même, tu gênes ton cheval, bah par définition, il ne va pas pouvoir bien fonctionner. Il peut être en douleur, en souffrance, parce que tu as des cavaliers, beaucoup trop de mains, ils s'accrochent. Maintenant, on te fait du matériel exprès pour que ton cavalier reste bien assis dans sa selle, mais sans trop travailler. Tu vois, en fait, maintenant, c'est vraiment des choses très ergonomiques, très... Ah oui. Voilà, et tu te dis, bon, zut. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, nous, ici, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je me prépare
en amont, pendant, après, tout le temps, physiquement. Donc j'ai mon petit vélo d'appartement quand tu as le temps qui est exécrable. J'ai mon rameur, on a vraiment fait, on a 2 salles de sport. J'en ai une un peu plus loin où tu as vraiment cette bulle où vraiment on peut se préparer physiquement, continuer l'entraînement. Et puis j'en ai pris chez moi, j'ai 2-3 petites choses chez moi auxquelles je peux m'en servir parce que ce sont de vrais athlètes et donc il faut être à la hauteur. Il faut vraiment être à leur hauteur. Il faut vraiment, pour moi c'est le minimum. C'est vraiment d'être prêt, vraiment d'être prêt avec eux pour qu'ils fonctionnent. Parce que tu disais, si je suis pas prêt, si je suis pas prête, ils le ressentent et ils ne sont pas prêts non plus. Il y a une conséquence. Bien sûr. Et justement, je voulais faire le parallèle avec le monde entrepreneurial. Oui. Est-ce que tu penses que la logique est la même? C'est-à-dire, un manager ou un chef d'entreprise, s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas prêt à mouiller le maillot, s'il n'est pas prêt physiquement, mentalement, est-ce qu'il y a une incidence sur ses collaborateurs? Donc le lien peut être différent si lui n'est pas prêt. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une certaine posture, c'est toi qui vas montrer l'exemple. C'est toi qui veux entreprendre quelque chose. Et donc tu as une équipe derrière. Tu as tes collaborateurs. Voilà. Bon. Et évidemment, si toi-même tu ne montres pas le chemin, si toi-même tu n'es pas en confiance avec ce que tu fais, ou si effectivement il te manque des choses, c'est là où je disais il faut vraiment te connaître, il faut vraiment se connaître. À partir du moment où tu te connais, où tu connais tes limites et tu connais tes compétences, tu sais jusqu'où tu peux aller, mais il faut aussi faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de ne pas... important. Voilà, c'est essentiel. C'est-à-dire de ne pas croire que tu sais tout, que tu es dans le savoir, la toute-puissance. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas trébucher, tu vas tomber, tu es allé trop vite, ou on va te laisser. Et c'est là, en fait, où je voulais rebondir, et c'est exactement ça, notamment avec les chevaux. Il faut faire la différence, la distinction entre le chef et le leader. C'est-à-dire que même dans le travail, tu as cette casquette de chef. Le chef, on va le suivre. Le chef, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu t'arrêtes. On va suivre, ok, pas spécialement d'accord avec lui, on va le suivre. On ne l'apprécie pas totalement, mais on va le suivre. Pourquoi? Parce que derrière, tu as un sentiment où tu te dis, si je ne fais pas ça, il va y avoir de la méfiance. Quelles sont les conséquences? Parce que je sens bien que ce n'est pas quelqu'un de très... On ne peut pas trop dialoguer avec, il y a quelque chose, il y a un profil psychologique particulier. Forcément. Par exemple. Et tu te dis, bon, généralement, les chefs, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il n'y a pas trop d'explications. C'est vraiment clac. Bon, mais jusqu'au jour où les collaborateurs vont dire stop, stop quoi, stop, je m'en vais, stop, c'est terminé, voilà. Ou tout simplement l'entreprise en tant que telle va s'effondrer, il va y avoir quelque chose, qui va se passer. Et les chevaux, c'est exactement pareil. Les chevaux, tu peux avoir un cavalier qui va trop vite, qui ne prend pas le temps de les connaître et qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, et qui joue sur la punition. Tu vois, la punition, c'est dans l'émotion. C'est directif. Et ça ne sert strictement à rien. C'est violent. Et c'est juste, je trouve, la punition, comme tu peux avoir un chef qui va sanctionner un collaborateur parce qu'il était dans l'émotion et que c'est disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. Et surtout qu'il n'a pas cherché à comprendre pour quelle raison il y a eu ça. Il y a eu cette attitude-là. Il y a eu Il ne connaît pas, il n'a pas cherché à comprendre, ça ne l'intéresse pas. Il voit juste son objectif. Il fait fi de tout ce qu'il y a autour. Et tu as des cavaliers qui peuvent faire ça avec certains chevaux. Jusqu'au moment où le cheval, il va dire stop. Parce que le cheval est une proie. Il va suivre son cavalier parce qu'il se dit je me méfie de lui, sinon il va y avoir quelque chose de compliqué. De la violence physique. Voilà. Parce que, et pour moi, c'est une forme de faiblesse. Parce qu'à partir du moment où tu ne te gères pas, ça veut dire que tu ne te contrôles pas, tu ne sais pas. Et donc tu es faible, tu prends les raccourcis. Beaucoup plus compliqué d'essayer de se connaître avant pour avoir ensuite la prétention, tu as la prétention essayer de guider quelqu'un. Mais là, tu n'es pas dans le fait de guider. Tu imposes, tu dictes. Tout à fait. Tu comprends Tout à fait. La différence. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, ton cheval, il va te dire zut. Donc, il ne voudra plus faire l'exercice. Et même, il pourra être dangereux parce qu'à un moment donné, il va comprendre que tu lui fais peur. Et puis, tu as la distinction, la différence entre le chef et le leader. Le leader, on va te dire, c'est une nuance.
Ça n'a strictement rien à voir et c'est essentiel, même dans le travail avec tes collaborateurs. Par exemple, en équitation, avec les chevaux, en éthologie, les chevaux, certains vont parler de troupeaux, etc. Non, un cheval, en milieu naturel, c'est un groupe familial. D'accord ? C'est une famille. Ok. Et donc, mais dans chaque famille, tu as un leader. C'est-à-dire, chaque cheval va avoir un rôle à jouer. Et donc, on va le suivre. On va le suivre. Tu as celui qui va aller chercher l'autre, tu as celui qui, par l'expérience, l'âge et l'expérience, tu as l'autre qui va trouver un coin d'ombre parce qu'on arrive à côté caniculaire, tu as un autre qui va dire, il y a les mises bas qui vont arriver, donc du coup, on sait qu'il va falloir partir parce qu'ils sont sur leur domaine vital, qui font des hectares, tu n'as pas de territoire, ce ne sont pas des prédateurs, donc tu n'as pas de frontières, donc ils savent où ils doivent aller. Mais grosso modo, tu comprends le principe, chaque cheval va avoir son rôle et on va le suivre parce qu'on a confiance en lui. Tu vois, il peut y avoir des frictions, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'apprécier totalement, mais même si quelqu'un que je n'apprécie pas, si je sens qu'il est compétent et que je peux avoir confiance en cette personne par rapport à ce qu'il va me proposer, je vais le suivre. Je ne veux pas suivre quelqu'un parce que je t'aime bien. Oui, mais s'il n'y a pas de compétence ou si je sens bien que c'est trop clac-clac sans m'expliquer, ça ne fonctionnera pas et ça ne m'intéresse pas. Les chevaux, c'est pareil. Les chevaux, tu dois être un leader pour eux. Tu dois créer une complicité. C'est pour ça que tu dois prendre le temps avec eux. Tu dois apprendre à les connaître. Tu dois connaître chaque petite chose qui vraiment les caractérise. Et une fois que tu as ça, eux-mêmes vont apprendre à te connaître. C'est pour ça que tu ne comptes pas tes heures avec tes chevaux. Ah oui. Moi, ici, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a personne qui fait la litière de mes chevaux. C'est moi-même qui fais la litière de mes chevaux. C'est moi qui m'en occupe. Même en compétition, on ne s'occupe pas de mes chevaux. J'ai besoin d'être avec eux parce que c'est avec eux que je discute, c'est avec eux que je communique, c'est ensemble, c'est notre couple qui fait qu'on va présenter une reprise, on est en compétition. Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, parce que j'ai besoin de connaître son humeur, j'ai besoin qu'il puisse aussi me voir, et comme ça on connaît chacun aussi nos limites, les odeurs que je vais ressortir, lui-même, ce qu'il va me montrer. Mais voilà, c'est vraiment ce côté leader. Dans ce groupe que j'ai avec mes chevaux, je sais qu'aujourd'hui, je peux l'affirmer avec le temps, et ça va continuer parce que c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, ils vont me poser la question de savoir est-ce que tu es toujours le leader à notre niveau. Et parce que je veux entretenir ça, parce que je sais que mes chevaux ont confiance en moi. Ça reste des proies, mais ils savent que même s'il y a un danger, même s'il y a un environnement stressant, même s'il y a quoi que ce soit, je veux qu'ils continuent à se dire dans leur tête, si elle est là, si elle me propose ça, j'ai un peu le stress, elle va me rassurer, je vais y aller. Et c'est la plus jolie récompense qu'on peut avoir. C'est-à-dire que tu as cet animal qui te fait pleinement confiance, qui est complice avec toi et qui te dit « Ok, c'était peut-être pas le jour, c'est peut-être pas l'endroit, et on y va ». Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations, je pars en balade, tu t'oublies un peu, tu penses un peu à tout, alors que normalement, tu devrais être, mais un peu fatiguée, donc tu regardes pas et tout. Et puis d'un coup, un jour, j'étais en balade et j'ai un faisan qui sort. Je ne te dis pas le bond que j'ai fait de surprise. Et je me suis dit, tu fais ça à ton cheval, à un moment donné, c'est la même chose. Bien sûr. Il n'a pas bougé. C'est-à-dire que j'étais là, mais tu n'as pas bougé. Certains me disent, oui, il n'a pas bougé, il n'a pas bougé. Non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'il a peut-être senti le faisan, mais la réaction que j'ai eue, forcément excessive pour lui, parce que je me suis tendue, donc j'ai essayé. Il l'a contrôlé, Je t'assure qu'il n'a eu rien. On continue, c'est Ganador. Il dit, on continue, c'est pas grave. Il n'y a même pas eu un sursaut, il n'y a eu rien. Alors, du coup, je le regardais, on marchait. J'étais un petit peu vraiment sans voix. C'est le cas de le dire comme maintenant, tu vois. Bien sûr. Sans voix, parce que je me suis dit, waouh, quelle preuve. Preuve de complicité, preuve d'affinité, preuve de... Tu as accepté mon erreur. Donc là, il y a vraiment une relation qui s'est créée entre nous. Et c'est ce que je souhaite faire avec chacun de mes chevaux. Et vraiment, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, parce qu'on a déjà eu aussi de la grêle et donc beaucoup de dégâts ici aussi à la maison. Donc tout ça, il faut, redescendre en pression. Il faut que leur mental reste intact, qu'ils se sentent bien. Parce que si tu te sens bien dans ta tête, tu te sens bien dans ton corps, donc tu as envie de travailler, tu as envie de te donner pour l'autre, tu as envie de faire plaisir. Et c'est ça le leader, c'est qu'il va montrer le chemin. Il va te prendre par la main, il va t'expliquer, il va prendre le temps. Il ne va pas se presser. Tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Je vais te reformuler, je vais te réexpliquer. Et je vais te montrer. Je vais mettre les mains dedans. Tu vois, je sais d'où je viens aussi et je vais porter mon équipe. Voilà. Et là, mon équipe va me faire confiance parce qu'ils savent qu'on peut communiquer, qu'on peut être ensemble, qu'on n'a pas peur de dire les choses. Voilà. Il y a quand même un respect.
Tu vois, c'est le côté respect. C'est-à-dire Tout à que fait. tu vas tout de même pas, il y a un cadre à respecter. Une main de fer dans un gant de velours. Vraiment, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que je cadre. Punition, je t'ai dit, ça c'est l'émotion, exit. Jamais. Ça ne sert à rien, j'ai dit non. Et ce n'est pas du tout productif. Au contraire, ça laisse des traces de mauvaises traces. Tu cadres, tu dis voilà, ça c'est le cadre. Non, toujours pas là. Tu ressors du cadre. Non, viens. Tu n'as toujours pas compris, je vais trouver une autre méthode. Méthode, patience, communication. Tout à fait. Voilà. Et tu as ça au milieu du travail. Ah ouais, mais carrément. Et je rebondis sur ce que tu dis. Tu as dit tout à l'heure, chacun a son rôle. Donc il y a le leader et puis il y a chacun qui a son rôle, celui qui, qui fait telle ou telle action, telle ou telle chose, telle ou telle mission, peu importe. Oui. Et qu'est-ce que tu penses justement du rôle que doit avoir le leader pour mettre les gens à leur place? Parce que souvent on entend que les gens ne sont pas à leur place. Donc de l'ennui au travail, de la non-productivité, voire même de la dépression, du burn-out et tout, et j'en passe. Oui. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors moi, mon humble avis, parce que c'est vraiment encore, je me mets en méta, parce que voilà, je n'ai pas toutes les informations, tu vois. Mais de manière générale, je pense que si ces symptômes de mal-être que tu as dans une entreprise, et que tu vois que c'est pas une seule personne, mais c'est plusieurs, c'est que finalement, si ces symptômes-là se répètent, mais il faut peut-être voir, est-ce que tu as vraiment un leader ou tu as plutôt un chef qui est là. Parce que si tu avais un leader, peut-être qu'il aurait pu accompagner, montrer et éviter que les personnes se mettent dans ces situations-là psychologiques qui font qu'à un moment donné, elles vont craquer parce qu'elles n'en peuvent plus. Pour moi, là, on rentre vraiment dans cette nuance où vraiment, elles n'y sont pour rien. Hein. C'est-à-dire qu'elles subissent. Elles subissent. Et là, tu arrives dans un profil psychologique qui est au-dessus. Donc il peut avoir un lien justement avec un des profils psychologiques. Totalement. Totalement. Et c'est là où tu fais la différence entre le chef et le leader. Celui qui fait preuve d'empathie, de remise en question. Celui qui accepte l'erreur, qui accepte de se dire « j'ai fauté, j'ai mal évalué ». Donc toi, tu reviens dans la remise en question. On collabore, donc on échange. Parce qu'on est ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier, une entreprise sans ses collaborateurs, elle n'existe pas. Oui, bah oui. Tu peux avoir celui qui a l'idée. Et il faut le laisser parce qu'il a eu l'idée, ok. Mais pourquoi est-ce que ça te donne vraiment ce côté toute puissance de croire que qu'est-ce que tu as envie d'assouvir à ce moment-là? Je pense que c'est pas le bon endroit. Mais cette personne ne s'en rend pas compte, ou parfois oui, parce que tu vois, il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle comble encore une fois un vide. Et donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc moi j'aurais plus tendance à dire, si ces symptômes sont là, malheureusement c'est peut-être parce que c'est lui qui tient, exactement. Il faut vraiment voir ce côté, tu vois, la main avec les petits fils et la marionnette. Tu vois, tu as vraiment ça. Tu es ma marionnette, je fais ça. Et tu n'es plus productif, tu n'es plus, c'est pas grave, et je vais en mettre un autre qui sera plus en forme. Tu vois. Et donc je pense que, encore une fois, ces personnes qui se sentent mal, c'est facile à dire, difficile à faire, mais pas impossible. C'est qu'à un moment donné, quand elles se sentent mal, qu'elles se fassent confiance, vraiment. Si à un moment donné, il faut faire une pause, un break, sortir de là, changer, tu vois, faire une reconversion professionnelle, repartir sur des études, oh mais non, j'étais là, j'ai ceci, j'ai cela. Manque de confiance en elle. Tu es capable de faire. Regarde d'où tu viens, regarde tout ce que tu as déjà fait. C'est juste l'âge qui va faire que, oui, mais je suis malade. Bien sûr, si tu as des choses qui font que tu ne peux pas, mais vas-y. Tu as des cultures, par exemple aux États-Unis, sur une vie, tu vas changer de métier. Des dizaines de fois, oui. Mais bien sûr, et c'est normal, tu vois, et c'est normal. Et c'est comme ça. Ici, par exemple, en France, tu as une carrière, tu es carriériste. Si je prends l'exemple, c'est, voilà, et encore une fois, tu as des nuances, mais bien sûr. Grosso modo, si je généralise, c'est tu te fais ta carrière, tu as fait tes études, tu fais ta carrière et tu restes dans cette carrière-là. Et quoi qu'il arrive, tu restes là-dedans. Voilà, même si ça ne te plaît pas. Et quand on décide de ne plus être dans cette norme, de changer, on va dire, mais je t'ai quand même payé des études assez dans des hautes écoles, et puis tu décides finalement d'être que ça, il n'y a pas de saut métier. Si cette personne se sent bien là, c'est l'essentiel. C'est juste ça.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'on le ressent d'autant plus suite au Covid. On a eu aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui veulent peut-être se reconvertir, qui veulent changer les choses parce qu'il y a eu des déclics, il y a eu des prises de conscience. Et tout à l'heure, tu parlais peut-être d'un chef ou d'un leader qui n'est peut-être pas à sa place ou qui n'a pas été assez formé. Et justement, je voulais en revenir à ce rôle de la pédagogie. Oui. Comment tu t'y prends toi, alors que ce soit avec, on fait le parler avec les chevaux évidemment, mais pédagogiquement pour que les personnes aient ce déclic, comment tu t'y prendrais toi? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Mais en tout premier lieu, je pense que chaque personne doit se connaître. C'est-à-dire qu'elle doit un minimum savoir connaître ses limites, savoir un petit peu aussi connaître la raison pour laquelle elle se trouve dans ce rôle-là. Tu vois, même au niveau avec ses collaborateurs, chefs d'entreprise. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que c'était une envie personnelle? Est-ce que c'était un besoin? Est-ce que tu vois, déjà de comprendre finalement le départ. Pour quelle raison est-ce que tu te trouves là? Et de voir si, déjà même dans sa personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui se sent à l'aise dans ce côté un petit peu je vais manager, je vais essayer de mettre en place des méthodes pour accompagner mes collaborateurs qui seront chacun différents dans leur manière, dans leurs compétences, mais différents âges, etc. Enfin voilà, ça dépend. Et leurs compétences et de l'expérience surtout, de ce qu'il peut avoir, évidemment. Et voilà, et de savoir, tiens, déjà il faut partir de là, savoir pour quelle raison tu es là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pédagogiquement, quand on arrive un petit peu à déceler le profil de cette personne qui est au-dessus, tu peux, je ne dis pas facilement, mais tu peux un petit peu arrondir les angles, c'est-à-dire donner des pistes en disant, voilà, potentiellement, il y a des petites choses à remettre, peut-être à ajuster, à mettre en place. Mais là, si tu veux, un petit peu à l'instar avec mes cavaliers et mes chevaux que j'ai en coaching, j'y vais très finement. C'est beaucoup de psychologie, c'est-à-dire la manière dont tu vas amener les choses. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut accepter que le collaborateur puisse expliquer les points positifs, les points négatifs, ce qui pourrait être amélioré. Voilà. D'accord. Ce qui voudrait dire que le chef d'entreprise devrait écouter le collaborateur C'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Ce n'est pas toujours le cas. C'est rare. Enfin, je ne dis pas que c'est rarement le cas, parce que voilà. C'est pas toujours le cas. Ouais. Pour la plupart des entreprises, c'est dur qu'un collaborateur puisse parler avec le chef d'entreprise en le conseillant, Donc, ce qui veut dire que le chef d'entreprise devrait se faire lui-même manager ou en tout cas accompagner. Alors, parfois ça arrive. Parfois mais là, encore une fois, tu as le profil de ce chef qui accepte qu'on l'aide. C'est ça. Ça, c'est différent. C'est-à-dire que lui-même, il est déjà dans une démarche où il a compris, et donc il est dans ce côté très empathique, remise en question, pas de problème. Mais après, tu en as qui sont très malins, qui font croire à leurs collaborateurs qu'ils ont engagé quelqu'un pour les conseiller, mais que ce quelqu'un va rester dans son petit bureau et on va t'occuper, aller trier le papier. Enfin, je caricature, mais on en est là. En fait, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il ne faut pas retirer le rôle de ce manager, ce rôle de ce chef d'entreprise, qui devrait être plus un leader, chef, tu vois. Mais je pense que c'est important de savoir comment ça se passe à l'intérieur et que ce sont les personnes qui sont là qui peuvent peut-être mieux en parler. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dans ta bulle, quand tu as tes objectifs, tu sais où tu aimerais atteindre ces objectifs, mais peut-être que la méthode que tu fais n'est pas la bonne. Donc, pour moi, c'est vraiment passer par un média, passer par quelque chose où on accepte d'entendre, on accepte de se remettre en question, on accepte d'entendre ce qui se passe, tout en ayant une gestion aussi, que ce ne soit pas non plus un moment où les personnes vont venir sortir des choses. Mais ça fait partie du process d'après toi. Ça fait partie de tout ça. C'est exactement avec les chevaux, les cavaliers, le coaching. Comme je disais, voilà, tu ne peux pas tout de suite dire au cavalier, le cheval fonctionne plutôt bien, c'est le cavalier qui est un petit peu trop direct, un peu trop chef, un peu trop... Là, ça ne va pas fonctionner. Si j'arrive tout de suite en disant ça ne fonctionnera pas, je viens titiller ses compétences, son orgueil. Et suivant le profil psychologique que je vais avoir face à moi, non. Donc généralement, moi, je laisse 2-3 séances pour connaître le cavalier.
Ouais. Et j'essaie juste de faire des choses très simples pour que le cheval soit tranquille. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le cavalier. À partir du moment où je vois un peu comment le cavalier est, je vais essayer de profiler un petit peu pour réadapter et qu'ils aient ce truc. Oh, mais le cheval va mieux, le cheval va là, et ça va mieux, et je me sens mieux, et mon cheval va mieux. Avec les collaborateurs, dans une entreprise, c'est pareil. Tu as les collaborateurs, etc. Et petit à petit, tu vas, avec finesse, faire changer, tu essayes de modifier un petit peu l'approche de celui qui est au-dessus, Oui. avec ce côté où il doit, voilà, il doit sans rentrer dans quelque chose parce qu'après tu rentres dans la manipulation, tu vois, là on est vraiment dans quelque chose de bof. Mais de penser que tu vois que mes collaborateurs vont mieux. Oui. Parce que j'ai l'impression que moi, j'ai changé quelque chose. Eh bien, s'il le pense et que ça lui fait du bien, voilà, qu'il le pense. Parce que ce qui est positif, c'est que tout le monde va mieux avec ça. Et que lui, du coup, ça lui donne la motivation de continuer dans ce... Il n'y a pas d'intérêt de dire, mais non, tu sais, c'est pas ton idée, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est tes collaborateurs qui t'amènent. Quel est l'intérêt ? On va arriver sur les dernières questions de cette interview. D'ailleurs, il y a une question qui me tient à cœur. On va faire un petit retour en arrière dans les années 60, années 60 en 63 exactement. Nuno Oliveira, le maître équestre du XXe siècle, il est appelé comme ça, a rendu hommage à la France, où il dit donc pays du véritable art équestre. Donc c'était il y a plus de 60 ans. Selon toi, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que la France est toujours la référence de ce monde équestre ? Sans trop titiller les susceptibilités, je vais dire c'était il y a 60 ans. Et donc, depuis, il y a des choses qui ont évolué. Ce grand maître, il faut lui laisser ça, parce que c'est pour ça qu'on dit un maître. Mais il n'est pas le seul, il y a eu d'autres grands maîtres par la suite. Mais je pense qu'il y a des choses, et heureusement, qui ont évolué. Il y a des choses, par contre, qui ont régressé dans l'approche qu'on peut avoir au niveau de l'art équestre. Mais je ne dirais pas qu'effectivement, tu as un endroit en particulier pour dire que ceci, c'est la référence. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et voilà, je suis encore jeune. On peut dire que je suis encore jeune dans ce milieu. Voilà. Mais si tu me demandes, je te dirais que ce grand maître a eu vraiment des choses qu'il a faites, qu'il a dites, qu'il a mis, et qui, toujours, actuellement, et je peux te dire que moi-même, j'utilise parfois des maximes qu'il utilise ou des choses que je mets moi-même dans mes cours. Par exemple, tu vois, il y a un exercice qui s'appelle l'épaule en dedans. L'épaule en dedans, c'est le premier exercice d'assouplissement d'un cheval pour l'équilibrer, très courte. Mais pas facile à exécuter, mais c'est vraiment le premier mouvement que tu dois retrouver partout et qui va te servir si tu veux, dans le bien-être de ton cheval. En fait, Oliveira disait par exemple l'épaule en dedans et l'aspirine du cheval. Tu vois ? Et donc, il y avait vraiment des choses, tu me dis, voilà, il y a 60 ans, qui a été dites et qu'il a faites, qui sont toujours d'actualité, parce que ça, c'est vrai. Ça, oui. Et d'autres écuyers, d'autres grands maîtres, qui ont dit aussi des choses qui sont vraies, parce qu'en fait, on reste dans les fondamentaux. Pas besoin de faire trop d'artifices, trop de choses, de complexifier l'art équestre. Il n'y a rien de compliqué dans l'art équestre. Il suffit de prendre le temps d'observer, d'analyser, de tenter, de tester. Mais non, pour conclure, voilà, je ne dirais pas qu'effectivement, on est sur quelque chose de si... mais à cette époque, je pense qu'il a peut-être vécu, il a vu des choses qui étaient légitimes et qu'à ce moment-là, bien sûr, je pense que tu as plein d'autres cultures ou plein d'autres pays qui montrent vraiment de très très jolies choses et où ça mérite vraiment de s'ouvrir et de pouvoir apprécier et de prendre un petit peu plic-ploc, là ça m'intéresse, ça non, ça j'aime bien, et ne serait-ce même si on n'adhère pas, mais de comprendre pourquoi on passe plutôt dans cette méthode plutôt qu'une autre, tout simplement, ça permet de s'ouvrir, d'apprendre et un petit peu d'élargir ses connaissances. D'accord.
Et il a dit autre chose aussi, qui est très, pédagogiquement, qui est très intéressante. Il a dit la patience, la discipline, l'humilité et le bon sens sont les vertus indispensables pour qui désire atteindre un niveau élevé pour le dressage du cheval. Et c'est intéressant parce que ce sont des qualités qu'on retrouve aussi dans le monde entrepreneurial. Est-ce que tu penses qu'il n'y a aucune différence, ou est-ce que tu penses justement qu'il faut avoir ces qualités-là dans le monde entrepreneurial? Parce que là, on parle vraiment de qualité. Bien sûr. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que quand tu veux mettre en place quelque chose, ou tu as un objectif, et encore une fois, quand tu travailles avec du vivant, des êtres vivants, avec tout ce qu'il y a autour, oui, forcément, tu dois te projeter, tu dois te préparer, tu dois être prêt. Et tu dois être même prêt à ce que tu n'aurais même pas soupçonné. Tu dois être prêt à l'imprévu. Et si jamais il y a un imprévu, tu dois déjà avoir essayé de projeter plusieurs, si tu veux, scénarios et plusieurs, s'il arrive ça, comment est-ce que je vais pouvoir rebondir, s'il arrive ceci, s'il arrive cela. Encore une fois, pour essayer un maximum effectivement, d'être légitime dans ce que tu proposes, dans ce que tu vas faire, et légitime auprès des autres, auprès de soi, et vraiment d'avoir une certaine aussi, comment dire, si tu veux une certaine réussite, si tu veux te sentir bien et que les gens autour de toi se sentent bien dans le bateau dans lequel tu les emmènes, oui, bien sûr, la discipline, persévérer aussi, ne pas lâcher, avoir confiance en soi. Ne pas être pressé, être patient et accepter l'erreur, se remettre en question, changer, modifier les choses, apprendre, continuer à apprendre et ne pas croire qu'on sait tout et voilà, que c'est comme ça, c'est cadenassé et moi je sais et moi je. S'ouvrir. Ouais. Mais bien sûr que c'est... Donc en fait, pour résumer, il faudrait que tous les chefs d'entreprise fassent de l'équitation, si je comprends bien. Ça va les aider. Eh bien écoute, pour l'amour du cheval, je dirais non. Non. Parce que... On a bien compris pourquoi. Voilà, franchement, ils sont extrêmement sensibles. Ah oui. Et j'ai envie de dire que de les avoir, tu vois, comme ça, tranquille, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment, on essaie, c'est un but à atteindre qui se sentent bien, un maximum. Et c'est vrai que... tu pourrais avoir trop d'erreurs, et on peut dire l'erreur est humaine. Les conséquences pouvaient... Voilà, mais quand je vois effectivement le nombre d'heures que, si je parle juste à mon niveau, le nombre d'heures que j'ai pu passer à les observer, à m'asseoir en prairie pour voir comment ils bougent, ce qu'ils font, tellement de choses, d'ouvrir les bouquins, de passer des heures, vraiment, comme je disais, passion, addictif. Mais c'est une vraie passion, c'est pour ça que c'est la passion. Le carburant, c'est la passion. Si tu n'es pas passionné, à un moment donné, tu te dis, c'est dur, parce que c'est pas facile tous les jours, comme dans une entreprise. Tu vois, tu as des hauts, des bas. Mais si ça t'anime vraiment, c'est ton carburant. Tu auras toujours quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que pour les chevaux, tu vois, il y a ce qu'on appelle c'est l'équi-coaching, je ne sais plus le terme utilisé, où tu vas avoir le côté très... on va mettre pour renforcer la cohésion d'équipe, on va se servir du cheval pour faire des exercices, ce genre de choses. Eh bien, moi, je serais pour et je suis contre. Voilà. Parce que ça dépend vraiment quelle est l'entreprise en question. D'où viennent ces collaborateurs, où ils travaillent. Tu vois, là je pourrais dire ok, on peut jouer, mais avant de monter sur les chevaux, on va prendre le temps que eux voient comment la relation fonctionne et je vais essayer de vous donner 2-3 choses pour protéger mes chevaux. Voilà, pour les protéger, que vous puissiez être juste avec eux. Et puis tu as d'autres entreprises, rien que le fait de savoir d'où ils viennent, c'est impossible. Parce que si tu veux ce qu'ils ont en eux, c'est différent, donc l'approche sera différente. Tu vas avoir peut-être un côté un peu trop combatif, un côté un peu trop ouf, non. Tu vois, vraiment, voilà. Très bien. Charlotte, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de ton temps. Merci à toi. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette interview. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!